Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Voilà, notre rendez-vous ce sera respecté parce que vous savez que c'est ici qu'on réfléchit, en tout cas objectivement. C'est ici, en tout cas pas ailleurs. Si vous voulez comprendre le fonctionnement de votre pays, c'est ici. Les débats intelligents, c'est ici, en tout cas pas ailleurs. Ce soir, nous recevons un autre politique, le professeur Trifon Bekambo. Il est secrétaire exécutif national des forces politiques alliées à l'UDPS, juriste et philosophe de formation. Bonsoir, professeur Trifon Bekambo. Bonsoir. Je le reçois. Nous vous avons annoncé depuis le dimanche, on allait le recevoir, mais il a eu d'autres empêchements. Et voilà, aujourd'hui, on est avec lui sur ce plateau. Nous allons échanger sur le fameux débat de la violation de la Constitution par le chef de l'État. Je souris un peu parce que, au lieu que les Congolais réfléchissent sur ce qui est plus important, et voilà, nous avons un tel débat. Et chaque antenne, chaque chaîne, et chaque acteur politique qui revient sur ça. Ça nous prend du temps inutilement, alors que nous avons des questions essentielles, les questions sociétales à réfléchir. Mais on n'a pas de choix que de bien expliquer à la population et ne pas avoir de tels débats dans une société sérieuse. Depuis hier, on nous avait annoncé l'arrestation de Major Christian Ngoyi, cité dans le dossier de l'assassinat de Floribert Chebeya, assassiné depuis 2010. On attend aussi l'arrivée probablement dans quelques jours des colonels Milembwe. Lui est toujours au Sénégal. C'est lui qui a fait beaucoup de révélations sur l'assassinat de Floribert Chebeya, avec espoir que dans quelques jours, on pourra avoir un procès qui peut alors nous éclairer effectivement qu'est-ce qui s'est passé, qui sont les auteurs de l'ignoble assassinat de cet activiste des droits de l'homme qui n'était autre que Floribert Chebeya. 650 millions de dollars dans les 52 sous-comptes parallèles au compte général du Trésor public. Secret de l'audition du gouverneur de la Banque centrale du Congo par la police judiciaire. C'est grave. Vous comprenez comment le pays était géré. Je crois qu'avec le temps, on commence à découvrir ce qui n'allait pas. Et alors on se pose même la question, autant de comptes, pour le compte de qui? Peut-être avec le temps, nous saurons aussi qu'est-ce qui s'est passé depuis tout ce temps au pays. Aujourd'hui, en fait, depuis hier plutôt, des miliciens Codeco ont envahi Bunia. Et là, on s'interroge, on se pose même la question, il s'agit de la ville. Où sont passées nos forces militaires? Et c'est ici qu'on peut peut-être probablement réfléchir que nous avons beaucoup d'infiltrés dans nos forces armées. Alors qu'est-ce qu'il faut pour qu'on ait vraiment des militaires congolais consciencieux, ceux-là qui pourront travailler pour le pays avec des réformes? Alors curieusement, d'autres s'opposent aux réformes. Lorsqu'on fait des réformes au niveau de la justice, on s'oppose. Au niveau militaire, on s'oppose. Et finalement, qu'est-ce qu'on veut? Alors qu'il y a des choses qui ne vont pas au pays. Il faudrait que parfois on fasse des pressions pour que finalement on décante les différentes situations. Alors, professeur Bekambo, je vous reçois pour la première fois sur ce plateau, en toute vérité, en tant que secrétaire exécutif des forces politiques alliées à l'UDPS. Vous nous parlerez de la politique, parce qu'ici, il faut souligner que vous êtes au pouvoir. Je vous en prie. C'est vous qui gérez aujourd'hui le pays. Je vous en prie. Vous sortez aussi d'un coin. Vous êtes du Sankourou, votre province. Bien entendu. Le territoire des Collets. Oubliez. Comment chez vous alors aujourd'hui? Je ne sais pas par où je peux commencer. Votre territoire, votre province, et ainsi de suite. Je suis un natif du territoire de Kolé, un territoire parmi tant d'autres, en République démocratique du Congo, évidemment dans la province du Sankourou. Si on parle de la province du Sankourou, il y a d'autres coins qui passent pour les autres. Et alors que Kolé est aussi un territoire à part,
un territoire qui a plus de 120 000 habitants et qui malheureusement depuis des indépendances, je dirais même au lendemain des indépendances, Collé est oublié. Est-ce que c'est fait sciemment? Je ne sais pas, mais je pense que l'arrivée au pouvoir du président de la République, je peux citer son Excellence M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, je crois, et j'ai la ferme conviction que Collé, cette fois-ci, Ah oui, mais parce que va être reconnu. lorsqu'on parle de Collé là, ceux qui nous suivent d'ailleurs s'interrogent, c'est quoi encore, c'est où? Je ne sais pas. Est-ce que le public peut avoir l'idée d'un certain acteur politique décollé? Moi, c'est la première fois que je vous reçois. C'est la première fois que je reçois un acteur, non, c'est la deuxième, je crois, un acteur politique décollé. Donc, c'est vous qui, bon, ne cherchez pas à ouvrir des portes, et vous cramponnez en vous, et voilà, n'incombez pas la faute à la nation. Nous, il y a eu, Collé a eu un gouverneur à l'époque, qui est très connu au Sankourou et que, paix à son âme, le gouverneur Soumbou est un ressortissant du territoire de Collé. Donc, Collé a eu des ressortissants, pour ne citer que celui-là, et il y a eu tant d'autres acteurs. Il y a le professeur Soumbou, l'ancien député national, c'est aussi un ressortissant de Collé. Et donc, les ressortissants de Collé sont là, et ça et là. Vous passez inaperçu, professeur Trifon Bekambo, vous passez inaperçu au niveau national. Bon, à l'échiquier politique au niveau national, en tout cas, nous sommes à la place publique, je ne sais pas si on peut citer quelqu'un. Bon, au moins, à vous d'apprécier. Nous vous recevons aujourd'hui, mais le Sankourou aussi. Sa gestion pose problème jusque-là. Oui, c'est un problème lié aux acteurs politiques du Sankourou d'une manière générale, et en particulier ceux qui sont des leaders connus du Sankourou, qui doivent comprendre qu'aujourd'hui, le Sankourou a un problème, et qu'il faut trouver des solutions adéquatement soutenues, parce que tout le problème, c'est d'une manière générale, quand vous regardez l'échiquier politique congolais, on a comme l'impression que ce qui les intéresse, c'est être au pouvoir, et ça s'arrête là. Mais la situation est en train de s'aggraver au jour le jour. La situation même du Sankourou ne peut pas rester inerte, sinon la population risque de subir. Qu'est-ce qu'il y a à la base? Parce que depuis que le Sankourou est devenu province, il n'y a pas une gestion rationnelle jusqu'ici. Il n'y a pas une gestion qui puisse rassurer la population, alors que l'objectif de la décentralisation était de rapprocher les gouvernants des gouvernés. Bon, mais on a l'impression qu'au Sankourou, rien ne marche depuis qu'on a décentralisé le pays. Mais vous savez très bien, Pascal, qu'au Sankourou, c'est un problème de guerre des leaderships. Tel veut faire ça, tel veut faire ça, mais au finish, quand on regarde la situation sociale de ces ressortissants du Sankourou, le Sankourou est presque une zone enclavée. Est-ce le politique? Est-ce ceux qui ont eu à gérer cette province depuis plus des décennies? Ont-ils pensé au Sankourou? Mais à chaque gouvernement national, il y a toujours beaucoup de représentants de Sankourou qui font partie, mais qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi vous dire une chose, et là je ne mâcherai pas le mot. C'est pas la fonction qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait la fonction. Donc il n'y a pas d'homme capable de Mais valoriser les fonctions. c'est à vous de deviner. Lorsqu'il y a présence des leaders, quel est le rôle d'un leader politique? Est-ce de parler de lui ou de parler de sa communauté?
Et si la communauté est telle qu'elle, peut-on conclure? Quelle est la conclusion qui s'y greffe? Monsieur Pascal Owenji. Alors, avant qu'on ne quitte ce sujet, parce que j'ai bien dit au début ici, vous êtes décollé, vous regardez la caméra, quel est le message au nom des ressortissants des Collets, au nom de la population des Collets, que vous pouvez adresser aux dirigeants pour qu'à travers vous, ils comprennent l'injustice que ressent jusqu'ici la population des Collets depuis l'accession de notre pays à l'indépendance? Dans une minute, et puis on avance. De toutes les façons, tout ce que je peux dire aux ressortissants, et surtout m'adresser, vous aviez dit, quand vous m'aviez présenté, que nous sommes au pouvoir. Et j'ai la certitude que le président de la République, qui est aujourd'hui le commandant suprême de forces armées, qui est le symbole de l'unité nationale, et qui intègre dans sa politique la communauté congolaise tout entière, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, dans tous les coins de la République. Vous voyez, il a su réparer l'injustice en nommant les maires et le vice dans la ville de Lumumba-Ville, que lui-même a ainsi créé par ordonnance, et que nous pensons qu'avec son cœur regardant, les ressortissants de Collets, bien entendu, à travers notre personne qui aujourd'hui nous sommes en train de soutenir les actions et les idées du président de la République, les ressortissants de Collets compteront avec lui. Vous faites partie des forces politiques alliées à l'UDPS, vous êtes juriste, d'abord avec votre casquette de juriste. Comment vous appréciez les différentes ordonnances du chef de l'État depuis qu'il a pris les fonctions? Parce que nous avons l'impression qu'à chaque sortie d'ordonnance, il y a toujours des contestations. Pourquoi il y a toujours des contestations? Et la dernière, c'est en rapport avec les ordonnances nommant les hauts magistrats, surtout ceux de la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, si je dois répondre à cette question, malheureusement, je n'aurais pas pu répondre à cette question. Tout simplement parce qu'on ne discute pas les ordonnances du président de la République. On ne peut pas se réveiller un beau matin. Mais monsieur Pascal, même quand elle viole la Constitution. De qui nous parlons? Il s'agit de quelle autorité nous parlons? Une ordonnance est un acte individuel d'autres partis politiques. Elle suit les procédures. Mais il n'appartient pas ni à toi ni à moi d'apprécier l'inconstitutionnalité des ordonnances prises par le numéro 1 de la République. Alors, qui peut apprécier l'inconstitutionnalité d'une ordonnance du président de la République? Si on estime que les ordonnances du président de la République violent la Constitution, il y a une institution attitrée pour qualifier l'inconstitutionnalité d'une ordonnance prise par le président de la République. Quelle est cette institution? La Cour constitutionnelle, bien entendu. Mais c'est juste là où le problème se pose, parce que ces membres de la Cour qui ne sont pas là. Et dans la soustraction de ces membres-là, les quelques membres qui sont restés à la Cour constitutionnelle peuvent aussi siéger pour apprécier les ordonnances du chef de l'État, c'est ça? Mais que dit la loi? L'état de droit, ce ne sont pas les déclarations des individus. L'état de droit, c'est le respect des textes qui nous régissent. Et lorsque je fouille, parce que la Constitution, c'est mon livre de chevet, et même quand je prends les différentes dispositions particulières, des lois particulières, je suis en train de me demander, de me poser des questions, où est-ce que le président de la République, chef de l'État, a violé la Constitution? Il faut être sérieux quand nous parlons des choses de notre pays. Malheureusement, tout le monde est constitutionnaliste dans ce pays. Tout le monde peut apprécier. La seule chose qu'ils oublient,
c'est que affirmer une chose, c'est bon, mais la prouver, c'en est une autre. On sait que la nomination des juges, et qui on a nommé, ce ne sont pas des juges politiques. Ce sont des magistrats de carrière. Et les magistrats de carrière, en dépit de l'inamovibilité, lorsqu'il y a une nouvelle fonction, une nouvelle nomination, ils y vont. Ils ne discutent pas. Attendez un peu. Donc, il y a une différence, n'est-ce pas, entre les magistrats politiques et les magistrats de carrière. Bien entendu. Donc, ce qu'on pouvait facilement bouger, c'est les magistrats de carrière. Bien entendu, qui, eux, dépendent du Conseil supérieur de la magistrature. Et le Conseil supérieur de la magistrature qui, en réalité, traite en collaboration avec le président de la République, il faut que les gens comprennent que la justice en République démocratique du Congo est rendue au nom du peuple congolais. Mais les ordonnances, les arrêts, ainsi que les jugements sont rendus au nom du président de la République. Cela veut dire que le président de la République en est non seulement le patron de tout le monde, mais il est le patron des magistrats des carrières. Oui, mais techniquement, c'est là où ça crée un peu d'ambiguïté dans la compréhension pour certaines personnes, entre autres le professeur Ngoyi, et voire même Martin Fayoulé et les autres. Bon, parce que les deux juges qui posent problème étaient encore en pleine fonction, le mandat n'était pas encore terminé. On ne devrait pas les déplacer pour les envoyer à la Cour de cassation. Donc, il aurait fallu attendre jusqu'à la fin de leur mandat. C'est alors qu'on peut maintenant les déplacer de la Cour constitutionnelle. Voilà l'argument qu'ils avancent. Mais ils étaient nommés quand? Quand est-ce que ces juges étaient nommés? Depuis leur nomination jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien d'années? La loi elle-même précise qu'il faut tirer le sort après 3 ans. Posez à tous ces amis-là la question, et après 3 ans de leur nomination, est-ce que le sort a été tiré? Est-ce que le sort a été tiré? Alors si ça n'a pas été tiré, alors... Si le sort n'a pas été tiré, la conséquence c'est que vous restez dans l'irrégularité. Ah, donc en d'autres termes, les deux juges en question, depuis tous ces temps, étaient dans l'irrégularité parce que le sort n'a pas été tiré par le passé, c'est ça? Mais bien entendu, il fallait qu'on fasse tirer au sort. À la fin de chaque 3 mois. Après chaque 3 ans. L'ont-ils fait à la Cour constitutionnelle? Je l'ignore. Mais tout ce que je sais, c'est que rien n'a été fait. Au contraire, ils ont été sauvés. Moi, vous savez, un juriste est un homme diligent. C'est un homme placé dans les circonstances, agirait autrement. Vous ne pouvez pas demander et surtout les hauts magistrats de leur facture, de penser que l'amener à une promotion est une violation de la Constitution. Alors je me pose la question, comment ils sont devenus magistrats? Comment ils les sont devenus? La théorie de la contrainte. La personne qui te nomme peut estimer opportun de t'amener à une autre fonction s'il estime que vous pouvez rendre encore des services à votre nation. Et parlant de ces deux juges qui ont été nommés par le président de la République, mais si ceux qui pensent que la Constitution a été violée, moi je leur demande tout simplement d'aller devant le cause des tribunaux, d'aller devant les juges qui sont compétents pour qualifier. Mais la procédure sera laquelle pour aller finalement déposer la requête auprès de la Cour constitutionnelle? Est-ce que chaque individu, tout individu, peut se réveiller le matin, estimer que le chef a violé la Constitution, alors prendre sa requête, aller auprès du procureur, près la Cour constitutionnelle, déposer sa requête de plainte, où il y a des institutions habilitées à faire ce travail? Mais vous savez, déposer une requête ou déposer une plainte ou une dénonciation, libre à tous de le faire. Mais ici, nous parlons de qui? Du président de la République.
Le président de la République qui a été élu au suffrage universel par tous les Congolais. Le président de la République qui est le symbole de l'unité nationale. Quand vous prenez la Constitution... Mais c'est pas pour autant qu'il ne peut pas faillir, non, s'il vous professeur. plaît, je suis d'accord avec vous. Mais quand vous prenez la Constitution, nous sommes dans un système où c'est la loi. Que dit la loi? La Constitution, même dans son article, dans un des articles, précise que toutes les autorités nationales, provinciales, sont obligées de protéger dans tout ce qu'ils font, l'unité nationale, sous peine de haute trahison. Mais qui est le symbole de l'unité nationale? C'est de celui-là dont nous parlons, du président de la République. Et la Constitution l'a bien verrouillé. Parce que c'est, lorsque vous déstabilisez le président de la République, vous déstabilisez tout le pays, monsieur. Et que pour accuser, ou pour porter plainte, ou une requête pour que le président soit destitué, il y a une très lourde procédure. Comment ça s'est fait? Parce que le public voudrait comprendre. Le débat est là. On l'a engagé. Alors il faudrait que les gens comprennent comment ça se fait. Parce que sinon, chacun devra ou continuera à réfléchir que n'importe qui peut le faire. Je suis d'accord. Rentrons dans la Constitution. Qui est les juges pénals? Parce qu'il s'agit d'une question pénale. Les juges pénals du président de la République, c'est qui? C'est la Cour constitutionnelle. C'est lui son juge naturel. Et il n'y a que lui, il n'y a que ces juges qui peut ouvrir, qui peut actionner, parce qu'il s'agit d'une action publique. On ne vend pas une maison, monsieur le journaliste. Il s'agit d'une action publique. Et l'action publique appartient au seul ministère public. Et le ministère public dans ce contexte, l'officier du ministère public, et l'officier du ministère public dans ce contexte, c'est le procureur général, près la Cour constitutionnelle. Près la Cour constitutionnelle. Donc, il n'y a que lui. On peut aller déposer la plainte auprès du procureur, près la Cour constitutionnelle, c'est ça? Il n'y a que lui. Parce que qui va apprécier il n'y a si, que lui qui apprécie l'opportunité ou non des poursuites. Il n'y a que lui. S'il estime qu'ils sont opportuns et que la Constitution telle que les gens, je n'aime pas rentrer dans ces débats de bas étage. C'est un débat de bas étage. Tout simplement parce qu'on sait que le président de la République, chef de l'État, n'est pas un homme comme on le pense. C'est un prince. On ne touche pas un prince comme on veut, comme on s'est réveillé de son lit. Et on dit on veut le mettre en accusation. Je sais que c'est un personnage, mais c'est un personnage important dans notre pays et qu'il y va de l'intérêt de chacun de nous de protéger ce personnage. Alors, sur le plan politique, quand même, parce que vous êtes politique, professeur Trifon Bekambo, les gens d'une même famille, est-ce que c'est parce qu'ils se séparent politiquement que, même sur le plan social, ils ne peuvent pas se dire bonjour? Comment n'est pas... pourquoi? Ne pas dire bonjour? Ne pas se saluer, ne pas vouloir vivre ensemble, Non, simplement parce que vous êtes séparés politiquement? Non, au contraire. En politique, on est simplement adversaire des idées. Chacun de nous a une façon de voir les choses, chacun de nous a une manière particulière d'apprécier les choses, mais lorsqu'il s'agit de la communauté, lorsqu'il s'agit de la nation, chacun doit y apporter sa modeste contribution pour la promotion de cette société. Alors, nous recevons ce jour le secrétaire exécutif national des forces politiques à l'UDPS, le professeur Trifon Bekambo, juriste et philosophe de formation. Vous êtes au pouvoir. Comment vous appréciez votre gestion jusqu'ici, depuis que vous avez le pouvoir, sur le plan économique, sur le plan social,
sur le plan juridique, on vient d'aborder certains aspects, sur le plan sécuritaire, est-ce que ça marche? Vous êtes satisfait de ce que vous faites aujourd'hui depuis que vous êtes au pouvoir? Vous savez, j'ai toujours voulu répondre à cette question. Mais je vais m'attarder juste sur un élément important que chacun de nous doit savoir. La gestion d'un pays est une gestion complexe. Vous comprenez aujourd'hui, parce que quand vous étiez hier à l'opposition, apparemment, vous ne compreniez pas que la gestion était complexe. Même à l'opposition, on comprenait. Parce que si on ne comprenait pas, nous n'aurions pas pu nous battre pour que les idées que nous combattions, in illo tempore, soient aujourd'hui d'application. Mais vous savez une chose, c'est que lorsqu'on a une plaie qui pue, je prends simplement cet exemple, vous avez une plaie qui pue, il y a des mouches, il y a tout est sûr. La mauvaise démarche ou la mauvaise approche serait de venir avec un médicament et de mettre au-dessus de la plaie. Sans la nettoyer. La conséquence, c'est que cette plaie-là va continuer à puer. Davantage d'ailleurs. Et elle va continuer de puer et risque même de vous couper le pied. Et l'important, c'est d'abord raser, enlever les pus. Et quand on enlève les pus, c'est au fil des sacrifices. On ne peut pas, un pays comme le nôtre, à dimension continentale, vous voulez, en une année de gestion, que tout soit comme si... Ah oui, mais généralement, on gère la gestion d'un n'importe quel secteur, c'est dans l'échéance de 100 jours. Oui. Vous êtes d'ailleurs donné l'objectif 100 jours, c'est dépassé, mais cela n'empêche pas que vous puissiez apprécier jusqu'ici, parce que le mandat n'est que de 5 ans. Vous êtes en train de consommer pratiquement la deuxième année. Est-ce que vous voyez que vous êtes dans un bon élan? Il vous faut encore beaucoup d'efforts pour que finalement vous puissiez vous dire, bon, voilà, on a cherché le pouvoir, nous sommes battus depuis tout ce temps à l'opposition. Nous imprimons aujourd'hui la distinction, nous imprimons la différence, la population se retrouve, la population nous apprécie pour que finalement en 2023, on puisse encore nous voter. Est-ce que vous appréciez jusqu'ici la façon dont vous menez les choses? Vous savez, nous avions hérité d'un pays où les fondamentaux des gestions d'une cité, des gestions d'un pays ont été désintégrés. Ceux de Kabila aussi les disaient lorsqu'ils ont succédé Mobutu, le même discours. Non, vous savez, nous ne pouvons pas comparer les époques. Nous ne pouvons pas comparer l'époque où on chasse quelqu'un et on s'y met. La population vous compare jusqu'ici. Bien entendu, nous le comprenons. Mais tout ce que nous pouvons leur demander, c'est la patience, vaut la longueur du temps, mais ces fruits sont délicieux. Nous sommes en train d'implanter, de mettre en place des mécanismes de gestion d'une cité. Il vous faut encore combien de temps? Laisse-moi vous dire une chose. Il vous faut encore combien de temps? Permettez que je termine, monsieur. Vous savez, on ne peut pas gérer un pays sur base des humeurs. La gestion d'un pays, c'est l'installation des règles qui conditionnent la vie d'une société. Mais il faut aussi passer par la volonté de la population pour réaliser ce qu'elle attend aussi. Non. La volonté de la population, elle est là. La population attend. Elle attend des actes forts. Et je pense que depuis que le président de la République est là, nous avions posé des actes forts. Sur le plan social. Dans l'instauration, laisse-moi terminer. Allons-y secteur par secteur. Dans l'instauration d'un état de droit, d'abord. L'instauration d'un état de droit suppose de mettre les piliers de gestion de cet appareil judiciaire. Et les actes ont été posés. Malheureusement, il y a des gens qui contestent, mais nous avions posé ces actes. On a mis cette institution qui était, d'ailleurs, vous étiez le premier à balancer l'appareil judiciaire. Mais comment peut-on développer un pays sans une justice distributive? Il fallait s'attaquer à ce secteur. Et c'est là que nous sommes en train d'y mettre les... D'ailleurs, vous aviez cité un cas précis où on vient d'arrêter la personne qui a assassiné... Floribert Chebeya, qui aurait participé à l'assassinat de Floribert Chebeya. Christian Ngoyi.
et qui, là, derrière les barreaux, vous avez des audits qui sont ça et là. Je vais vous renvoyer une autre question, même si c'est vous qui posez les questions. C'est légitime. Comment voulez-vous dans un pays où, dans une banque centrale, il y a des sous-comptes? Comment voulez-vous qu'on puisse développer un pays dans ce contexte-là? Voilà pourquoi le président de la République se bat chaque jour pour instaurer un état de droit. L'état de droit, même si maintenant vous ne ressentez pas, quand la plaie va se cicatriser, vous sentirez que les efforts ont été et l'ont été. Vos relations aujourd'hui avec le FCC, là aussi la population en parle autant, elle est même fatiguée. Pour la population, si ça ne marche pas, c'est parce que vous aviez voulu coaliser avec le FCC qui ne vous permet pas de réussir là où lui a échoué. Alors, à votre niveau, au niveau des forces alliées, vous appréciez comment cet allié, l'OFCC? Qui est l'OFCC? Vous savez, quand la population dit que vous aviez coalisé, mais c'est pourquoi je vous dis, il faut lire le texte. Cette coalition est voulue par la Constitution. Et même par la même population. Bien entendu, la Constitution a été votée au référendum. La population qui, malheureusement, ignore ces dispositifs. La Constitution a dit, notre Constitution et notre régime politique est bicéphale. Nous avons aujourd'hui un exécutif à deux têtes. D'un côté, le président de la République et de l'autre, il y a l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, il y a le Premier ministre qui est l'émanation de la majorité parlementaire. C'est voulu par la Constitution. Et il est dit que le président ne nommera le Premier ministre qu'au sein d'une majorité. Aurait-il fait autrement? Est-ce que vous ne faites pas tous partie de la majorité? Est-ce qu'on ne peut pas produire une réflexion de cette façon aussi, professeur Trifon Bekambo? À l'Assemblée nationale, il y a deux tendances. Il y a l'opposition et la majorité. Le cash n'est pas dans l'opposition. Le cash est dans la majorité. S'il faut avoir le Premier ministre de la majorité, mais je crois que le cash aussi peut prétendre envoyer quelqu'un à la primature parce qu'il fait partie de la majorité à l'Assemblée nationale. C'est cela l'idéal. C'est cela l'idéal. C'est ce que le texte a voulu. Le texte a voulu que lorsqu'on est dans une coalition au pouvoir, on ne peut pas assister à ce que nous assistons aujourd'hui. Oui, mais parce que si on va au partage FCC cash, dans la logique de sortir le Premier ministre, ce n'est pas constitutionnel. Plutôt lorsqu'on va à l'Assemblée nationale, c'est réparti comme ça. Opposition, majorité. C'est du côté de la majorité qu'on doit avoir le Premier ministre. C'est fini. Alors, lorsque le cash ou alors le FCC veut à tout prix avoir la primature, mais on sort un peu de la Constitution, quelque part. Non, au contraire. C'est pas qu'ils voudraient avoir par eux-mêmes. Nous avons gagné l'élection présidentielle. Et l'élection législative ou les assemblées sont gagnées par le FCC et ses alliés. Mais la logique de la Constitution voudrait quoi? Voudrait que si telle est l'appréciation, le président de la République prend un Premier ministre dans ce camp-là. Les autres négociations, aujourd'hui, nous appelons les gentlemen agreements, c'est-à-dire la décision prise par les hommes pour la gestion de l'État, sont des choses qui existent à travers le monde et qui continueront à exister. L'appréciation aujourd'hui, c'est plutôt le comportement des hommes qui gèrent cette coalition. Ce sont les hommes qui doivent comprendre qu'un minimum de respect des règles permettrait que la société ou le pays marche. Mais le comportement des hommes fait que chacun vise ses petits intérêts qui est dommage. À votre qualité de philosophe, l'homme politique congolais, pourquoi ne réfléchit-il pas sur les choses qui permettraient que le pays émerge? Et malheureusement, on a l'impression à chaque fois comme si
ils ne voient que leurs intérêts privés. Et ce comportement de l'homme politique congolais peut être considéré de quelle nature, de quelle façon? Parfois, quand j'observe le politique dans son âge. Le positionnement à tout prix, à chaque fois. Lorsque j'observe le politique, c'est pourquoi je ne veux pas parler de la réflexion. Parce qu'il faut penser. Quand j'observe, je compare l'attitude du politique comme les sophistes de l'époque médiévale. Vous savez, les sophistes, à l'époque médiévale, avaient la prétention de tout connaître, de tout imprimer. Mais au finish, ce n'étaient que des ignorants. Voilà le cas de figure du politique aujourd'hui. Voilà pourquoi il faut réinventer. Et avec le président de la République, c'est ce qui est en train d'être fait, c'est réinventer des paradigmes. Ça se fera dans le comportement. Par tabula rasa, par de simples formations. Ça va se passer comment pour que finalement on ait ce politique là consciencieux qui comprendra que le premier objectif dans sa démarche, c'est de trouver solution à la question sociale, par exemple. Comment la voir, ce politique? Vous savez, ce qui est important en politique publique, c'est la volonté de bien faire. Le président de la République est animé d'une volonté ardue de bien faire. Et on y va crescendo. On ne peut pas faire table rase, comme tu l'as dit, parce que le comportement d'un homme, l'homme qui a déjà atteint un certain niveau, il a un certain âge, vous ne pouvez plus rien lui demander. Vous ne pouvez plus rien lui demander. Donc, imprimer cela, tel que le président de la République est en train de le faire, vaut son pesant d'or. Dans les 5 ans, est-ce qu'il réussira cette mission? Changer le comportement vous savez, avec une habitude de plus de 30 ans, 40 ans, 50 ans, mais c'est pas facile. Mais vous pensez que c'est facile, c'est pourquoi j'ai donné l'exemple d'une plaie. C'est pas évident, mais il faut le faire. Il faut essayer. Il faut planter les décors. Il faut planter les bornes. Regardez aujourd'hui, il n'y a plus une république des grands messieurs, des messieurs tout-puissants. C'est que le président de la République est en train de faire dans ce contexte-là, c'est en fait la force de la loi. Force de la loi. Et non la loi de la Il y a la question de la sécurité ou de l'insécurité à l'est du pays. Pas longtemps qu'hier, c'est à Bunia, il y a eu une incursion des miliciens Codeco. Ça continue comme ça à Beni et ailleurs, trop de tueries. La promesse du chef pendant la campagne était de pacifier correctement la partie Est, mais jusque-là, ça n'avance pas. Vous parlez de la volonté, mais la volonté seule ne suffit pas. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut encore combien de temps pour que la population de l'Est se sente sécurisée comme celle de l'Ouest? Vous savez, c'est comme je l'ai dit et je reviens, j'insiste. En politique publique, c'est la volonté de mieux faire qui compte. Ça ne suffit pas. C'est la volonté, parce que le problème de l'Est est récurrent. Il date de plusieurs décennies. De plusieurs décennies. On a connu des tueries, des assassinats, des viols, avant même que le président n'accède au pouvoir. Et il y accède. Bien sûr, nous ne pouvons pas dire que nous n'avons rien à faire, nous n'avons rien à foutre, nous avions trouvé au contraire. Des efforts considérables sont en train d'être faits. Rappelez-vous la dernière mise en place au niveau des forces de sécurité, au niveau de l'armée, est une étape importante. Il est simplement question aujourd'hui d'opérationnaliser la décision qui a été prise, prendre des mesures qui permettraient à ce que, au niveau des forces de sécurité, au niveau de l'armée, il y ait des efforts compacts. Mais un autre problème qui se pose à l'est du pays, c'est aussi un problème des leaders de ce coin, qui doivent eux aussi réfléchir.
et apporter des paradigmes et ensemble amener au prince les matériaux qui lui permettent de décider. Mais de temps en temps, ils organisent des conférences, des colloques, ainsi de suite, et les rapports sont là. Question d'exploiter les rapports. Ce n'est pas une mauvaise chose, les conférences. Mais il est aussi question que les uns et les autres prennent un engagement ferme. Et vous verrez, tant sur le plan politique que sur le plan diplomatique. Ça va changer. Mais il avait promis de déplacer le camp Kokolo de Kinshasa vers l'Est, mais il n'a pas encore fait. Il attend encore quoi? La dernière année de son mandat? Vous savez, lorsque vous posez une question comme c'est une promesse qui n'est pas oubliée. Croyez-les-moi, les pères fondateurs, même de nos sociétés politiques, ont dit que l'évolution et la cristallisation du développement est une question qui s'effectue dans la durée. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui est venu une année après, vous commencez à vous dire, mais vous commencez à regarder 2023. Non, nous sommes en 2020 et nous y allons parce que la tendance généralisée de voir 2023 est sujette à caution. Elle est dangereuse en même temps. Tout simplement parce que en 2020, on aurait dû, et d'ailleurs c'est ça la volonté du chef, c'est de réfléchir sur les fondamentaux des gestions. Est-ce qu'il vous écoute? Vous êtes ses alliés. Est-ce qu'il vous écoute? Nous posons cette question parce que nous partons de l'expérience du premier gouvernement, que ce soit du côté de l'UNC, que ce soit du côté de l'UDPS, c'est les des grands partis politiques qui forment le CACH avec leurs alliés, mais ils n'ont pas considéré les alliés. Au gouvernement, il n'y a pas eu des alliés de taille. Dans les entreprises, je ne sais pas si vous avez envoyé quelqu'un. Alors, est-ce qu'il vous écoute? Ou finalement, on s'est dit, il s'est dit, je suis de l'UDPS, c'est un parti locomotive, 36 ans, 37 ans de combat, donc ça me suffit, je travaille avec mon parti et puis on avance. Est-ce qu'il écoute les alliés? Si le président de la République n'écoutait pas les alliés, mais des poids lourds des alliés, c'est son excellence Yizoki Tengue qui est il n'est que membre de son cabinet. C'est pour dire. Il n'est pas au gouvernement. Non. C'est en fait, laisse-moi dire pourquoi je rigole. Lorsque tu es à la place du soleil, évite trop de t'en approcher au risque de te faire brûler. Ah donc vous ne voulez pas vous approcher du pouvoir, c'est ça? Lorsqu'une porte est ouverte, oui, il ne faut pas forcer d'y entrer. Parce que la porte, elle est ouverte. Le président de la République écoute minutieusement et attentivement les alliés. Parce que ce sont ces alliés qui ne relèvent pas de l'opportunité. Mais c'est naturel. Vous ne pouvez pas demander à un frère, est-ce qu'il vous connaît ou il ne vous connaît pas? Un frère, vous lui demandez, est-ce qu'il te connaît? Attention, il y a certains parents, excusez, qui ont eu beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants. Entre les enfants, ils ne se connaissaient pas, parfois. Mais il est là, mais peut-être par le nom simplement, comme vous présentez. Ah oui, vous êtes mon frère. Il y a des cas comme ça. Vous avez vécu. C'est possible. Cela n'est pas exclu en politique aussi. C'est possible, mais je doute fort. Parce qu'on est avec le président régulièrement. Ah, ça c'est une précision de taille. Oui, on est avec le président de la République régulièrement. Et il est au courant de tout ce qui se passe au sein des forces politiques alliées de l'UDPS. Nous vous disons merci, professeur Bekambo. L'émission est terminée. Merci beaucoup. Voilà, nous avons reçu aujourd'hui pour vous, professeur Trifon Bekambo, secrétaire exécutif national des forces politiques alliées à l'UDPS, juriste et philosophe de formation. Nous avons échangé avec lui sur le fameux débat sur la violation ou les violations de la Constitution par le chef de l'État. Un débat, après nos estimations, qui n'est pas du tout intelligent dans une société sérieuse. On parlerait d'autre chose. Ce qui intéresse les Congolais, le social, la sécurité, la santé, le reste, que de nous amener un débat qui ne va résoudre aucun problème au pays. Vous avez suivi les points de vue. Nous vous avons promis, nous continuons à vous promettre chaque jour, vous aurez son numéro. La première rediffusion, c'est 22h30. Diffusion chaque jour d'abord, c'est 20h30. Rediffusion 22h30. 7h30.
12h30 et 17h30. Et voilà, cela chaque jour, les acteurs politiques vont défiler, vont réfléchir, vont édifier. Ici, en tout cas ici, pas ailleurs. On est à la fin. Nous vous disons merci, au revoir et à la prochaine.